Bismillah. La tante Mathilda se dégagea avec douceur et déclara d'une voix apaisante. « Je vais téléphoner chez les Jamieson. » Mary renifla. « Téléphonez si vous voulez, dit-elle, mais je ne retournerai pas chez mes employeurs. » La tante Mathilda composa le numéro des Jamieson et demanda à parler à mademoiselle Patricia Osborne. La conversation fut brève. Mademoiselle Osborne affirme qu'elle n'a rien entendu d'extraordinaire, déclara la tante Mathilda après avoir accroché. C'est parce qu'elle a répondu ça, s'écria Mary. Que voulez-vous dire? Eh bien, elle est bizarre, il se passe des choses bizarres là-bas. Je vous répète que je n'y retournerai pas, rien au monde. Mary refusa de revenir sur sa décision et passa la nuit dans la chambre d'amis des Jones. Le lendemain matin, l'oncle Titus se rendit chez les Jamieson pour y chercher ses bagages, que Doris s'était chargé de faire. Puis il conduisit Mary chez sa mère à Los Angeles. Quand la domestique fut partie, Hannibal murmura « Je me demande ce qu'elle a entendu au juste. » La tante Mathilda, pour toute réponse, se contenta de hausser les épaules. Hannibal continua à se poser la question au cours des jours qui suivirent. Ce matin-là, elle lui trottait encore dans la tête quand il traversa la rue pour se rendre au paradis de la brocante, qui se trouvait juste en face de la maison des Jones. Dans la cour du bric-à-brac, il rencontra Hans et Conrad, occupés à nettoyer un dessus de cheminée en marbre. Hans et Conrad étaient frères, bavarois d'origine. Ils étaient les aides dévoués de l'oncle Titus. La cheminée en marbre noircie provenait d'un lot d'objets achetés par le brocanteur à la suite d'un incendie. « Peter est dans votre atelier » annonça Hans laconiquement. « Il fait marcher la presse à bras » ajouta Conrad. Hannibal fit un signe d'approbation. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise que la presse fonctionnait. Il avait construit lui-même la machine, à l'aide de pièces disparates, et quand on l'utilisait, elle faisait un vacarme de tous les diables. Il avait reconnu de loin son cliquetis et ses grincements caractéristiques. Hannibal contournait une montagne d'objets, de rebuts, pour se diriger vers son atelier personnel. Celui-ci occupait un coin de la vaste cour, assez en retrait pour ne pas empiéter sur l'aire principale, qui constituait le domaine de la tante Mathilda. L'atelier était séparé de la rue par la haute barrière de bois qui clôturait le bric-à-brac et protégeait des intempéries par un auvent. Hannibal y trouva Peter, penché sur la presse et fort affairé à imprimer un lot tout neuf de cartes de visite. Hannibal prit un des Bristol pour l'examiner de près. Il lut « Les trois jeunes détectives, détection en tout genre. Détective en chef, Hannibal Jones. Détective adjoint, Peter Cranch. Archives et recherches, Bob Andy. » Peter arrêta la presse et leva la tête. « Satisfait, chef » demanda-t-il. Hannibal fit un signe d'approbation. « Très bien imprimé » déclara-t-il. « Mais je suis surtout content de constater que l'agence des trois jeunes détectives fonctionne avec succès. Quand nous avons démarré, je ne me doutais pas que nous épuiserions si vite notre stock de cartes de visite. » Peter se garda de tout commentaire. Il s'était montré plutôt réticent quand il s'était associé à Hannibal Jones et à Bob Andy pour fonder leur agence de détectives privés. Par la suite, l'intelligence et l'intuition d'Hannibal, le talent et la patience de Bob, pour tout ce qui concernait les recherches, ajoutées aux capacités athlétiques de Peter, avaient fait de leur association une réussite. Les trois jeunes limiers avaient déjà résolu bon nombre de problèmes, au premier abord inextricables. Ils avaient choisi pour quartier général une caravane dissimulée au milieu de piles d'objets hétéroclites, pas très loin de l'atelier. L'oncle Titus leur avait généreusement abandonné le véhicule. En trop mauvais état pour être vendu, les trois garçons s'étaient empressés de l'aménager à leur idée. La caravane contenait désormais un petit laboratoire et une chambre noire, sans parler du bureau où les détectives tenaient conseil. Ce bureau était équipé d'un appareil téléphonique. Les garçons payaient abondement et communication sur leur argent personnel, gagné en travaillant au paradis de la brocante. Un classeur bourré de fiches était soigneusement tenu à jour par Bob qui y gardait en outre, consigné noir sur blanc, toutes les affaires dont ses amis et lui s'étaient occupés jusqu'ici. Hannibal contempla la carte de visite d'un air satisfait et admira les trois points d'interrogation bien alignés. Le symbole du mystère, déclara-t-il, un point d'interrogation oblige à se poser des questions. Le mystère intrigue toujours. Je me demande par exemple à propos de Mary. La bande des Jamieson ? Dit Peter. Oui, qu'a-t-elle entendu chez eux pour avoir éprouvé une telle frayeur ? S'agit-il vraiment de quelque chose d'extraordinaire ou a-t-elle été victime de son imagination ?
Elle ne cesse de répéter que mademoiselle Osborne est bizarre, mais elle n'a jamais expliqué en quoi consistait cette bizarrerie. Mademoiselle Osborne soigne les plaies avec des toiles d'araignée, rappela Peter. Hannibal dressa soudain l'oreille et porta un doigt à sa bouche. Peter se tut et écouta à son tour. Il lui sembla entendre comme un bruissement d'étoffe. Derrière le tas d'objets qui séparait l'atelier du reste de la cour, Peter bondit. Un instant plus tard, sa voix s'éleva triomphante et moqueuse. Il m'avait bien semblé renifler une odeur de cheval. Elle revint tenant fermement par la main Doris Jamieson. « Très drôle, murmura celle-ci, d'un ton dédaigneux. « Depuis combien de temps nous espionnez-vous » demanda Hannibal. « Ça fait un bon moment déjà, » répondit-elle sans se troubler. Avec aplomb, elle se laissa tomber sur une chaise branlante à côté de la presse. « Quel est le but de votre visite » insista Hannibal. Doris saisit une carte de visite sur le dessus de la pile et l'étudia un instant. « Mon argent de poche ne me permet pas de louer les services d'un détective privé en renom, déclara-t-elle. « Quels sont vos tarifs ?»« Vous voulez devenir notre cliente ?» s'écria Hannibal stupéfait. « Dès aujourd'hui. Je crains qu'il ne nous faille en savoir un peu plus long sur l'affaire qui vous amène avant de décider si elle nous intéresse ou non. »« Elle vous intéresse, c'est certain, » rétorqua Doris. « J'ai écouté votre conversation et je sais à quoi m'en tenir. Vous mourrez d'envie d'apprendre ce qui s'est passé à la maison le soir où Mary a filé. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. »« Pas le choix? Que voulez-vous dire ?» demanda Peter intrigué. « Vous autres garçons n'êtes pas toujours aussi prudents que vous le devriez. » Hannibal et Peter ne comprenaient pas où elle voulait en venir. Elle poursuivit. Cette portion de barrière du côté de la rue représente, peint à l'huile, le grand incendie de San Francisco de 1905. 1906, corrigea machinalement Hannibal. Peu importe la date. L'important c'est qu'un petit chien fait partie du paysage. J'ai examiné de près cette barrière. Quand on introduit le doigt dans l'œil du chien, on peut ouvrir une petite porte dans la barrière. C'est vous qui avez imaginé cette entrée secrète. Est-ce que votre tante est au courant ? C'est du chantage, hurla Peter, comprenant soudain. Absolument pas. Je ne demande pas d'argent. Au contraire, c'est moi qui vous paierai. Ce que je veux, c'est votre aide. J'ai entendu dire que vous étiez les meilleurs limiers de la ville, ce qui ne signifie pas forcément que vous soyez sensationnel. Merci mille fois, grommela Peter. Il n'y a pas de quoi. Et maintenant, allez-vous m'aider, oui ou non ? Hannibal s'assit sur une caisse vide. Qu'espérez-vous, au juste de nous ? Je veux que vous fassiez déguerpir cet odieux Hugo Falsel de chez nous, répondit Doris vivement. Falsel ? N'est-ce pas l'homme qui est arrivé le jour de votre chute de cheval ? Un homme très pâle, entièrement vêtu de noir. C'est lui en effet. S'il est si pâle, c'est qu'il ne sort presque jamais le jour. Je suppose que ses parents étaient des taupes. Voyons, il a débarqué chez vous le matin de votre accident et le soir de ce même jour, Mary s'est enfuie à toutes jambes. Hannibal tira sur sa lèvre inférieure, ce qui chez lui était signe d'intense réflexion. Donc, enchaîna-t-il, elle avait bel et bien entendu quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement son imagination qui lui jouait des tours. Je ne pense pas, en effet, admit Doris. Elle semblait soudain moins encline aux confidences. Elle pliait et dépliait avec nervosité la carte des détectives. On sentait qu'elle réfléchissait, elle aussi. Le bruit qui l'a effrayée a quelque chose à voir avec Falsel, révéla-t-elle tout à coup. J'en suis sûr. Je ne l'avais jamais entendu avant son arrivée chez nous. Il est donc encore votre hôte ? Demanda Peter. Bien sûr. Tante Pat fait grand cas de lui, mais je ne me fie pas trop à son jugement. Elle est un peu... Déjà avant la venue de Falsel, elle avait coutume de dessiner un cercle autour de son lit, avant de se coucher. Maintenant, elle se met à allumer des bougies, des quantités de bougies, des bougies très spéciales. Elle les commande dans une certaine boutique de Hollywood. Il y en a de toutes les couleurs, des mauves pour protéger, des bleus pour autre chose que j'ai oublié. Je sais que la couleur orange est bénéfique, que le rouge est tout-puissant. Tous les soirs, Tante Pat et Falsel s'enferment dans la bibliothèque et y allument des bougies. Et alors ? Demanda Hannibal. Alors parfois j'entends ce bruit, avoua Doris en frissonnant légèrement. Je peux l'entendre alors même que je me trouve à l'étage. Mais je l'entends plus distinctivement lorsque je suis dans le salon. Il vient de la bibliothèque. Mary prétend qu'il s'agit d'un fredonnement. Doris regarda ses mains. Je suppose qu'on peut l'appeler ainsi, soupira-t-elle. Seulement je n'ai jamais entendu quelqu'un fredonner de cette façon. Cela vous donne la chair de poule. Hannibal fronça les sourcils. Mary a précisé que quelque chose fredonnait,
pas quelqu'un. D'après ses déclarations, il semble bien que le bruit n'ait pas été produit par une personne. Doris se redressa sur sa chaise et regarda Hannibal dans les yeux. « Écoutez, dit-elle, cela n'a pas d'importance. Falsell est à l'origine de ce bruit et je ne peux plus le supporter. Il faut que cela cesse. » Est-ce donc si terrible ? Terrible, oui. Tellement terrible que nous ne pouvons plus nous faire servir. Une agence de placement nous a déjà envoyé 2 bandes depuis que Mary nous a quittés. Aucune n'a voulu rester. Nous vivons au milieu de la poussière et nous mourons quasiment de faim. Je suis une piètre cuisinière et tante Pat n'est même pas capable de faire cuire un œuf sur le plat. D'autre part, je dois me déplacer dans le silence le plus absolu parce que Falsell dort toute la journée et se balade dans la maison la nuit. Cette situation ne peut pas durer. Il faut que vous me débarrassiez de cet individu. Chasser d'une maison des hôtes indésirables n'est pas exactement notre spécialité, déclara Hannibal. Vous devriez parler à mademoiselle Osborne. Je lui ai déjà parlé, si longtemps que j'en ai encore mal à la gorge, affirma Doris. Une conversation sérieuse est impossible avec elle. Elle me regarde en souriant comme si je débitais des fadaises, et s'empresse de changer de sujet. Pour parler par exemple de son fatras cinématographique. Son fatras cinématographique, répéta Peter. Elle collectionne les objets provenant d'anciens films, expliqua Doris. Elle possède entre autres les fossiles que portait Della Lafont dans Fièvre de printemps et l'épée utilisée par John Mobanks dans La vengeance de Marco. Chaque fois qu'une vedette de cinéma se retire et liquide ses souvenirs, tante Pat se précipite pour en acquérir quelques-uns. Et elle a une prédilection pour le matériel des films d'épouvante. Cela lui coûte beaucoup d'argent. Bah, il s'agit d'une marotte assez inoffensive, déclara Hannibal. Mais il y a ces ridicules bougies, insista Doris, et surtout cet horrible bruit causé par ce détestable Falsell. Il faut que cet individu s'en aille, et avec lui ce fredonnement démoniaque. Peter s'adossa à la presse et sourit. Dis donc, Babal, murmura-t-il, ça pourrait être drôle. On pourrait faire le lit de ce type en portefeuille, placer des crapauds dans sa baignoire et glisser des serpents dans ses godillots. Doris eut un ricanement de mépris. Falsell en serait enchanté, affirma-t-elle. Il adore les crapauds et les serpents. Non, il serait plus efficace de dénicher quelque chose de vilain sur son compte. Pour le forcer à décamper, répliqua Hannibal, encore une forme de chantage. Je suis certaine que c'est un vilain monsieur, s'écria Doris, s'introduire ainsi sous le toit de mes parents. Mais je n'ai rien pu trouver contre lui. Il ne me parle pas. On dirait même qu'il ne me voit pas. Et ce n'est pas tante Pat qui dira jamais quelque chose de désobligeant sur son compte. Je flaire cependant du louche chez cet homme. Hélas, ma tante ne me permettra jamais de le découvrir. Mais si elle est au courant, commença Peter. Ce qu'elle peut savoir n'est certainement pas bien méchant, coupa Doris, sinon elle ne l'aurait pas invité à séjourner à la maison. Elle est crédule et superstitieuse, mais foncièrement honnête. Ce que je désire, ce sont des renseignements sur Falsell, des renseignements qui me permettraient de le démasquer. Je veux savoir d'où il vient et ce qu'il mijote, et c'est pour cela que j'ai besoin de vous. À présent, écoutez-moi. Ce soir même, tante Pat donne une réception. Je l'ai entendu inviter plusieurs personnes par téléphone. Falsell lui-même est sorti acheter différents ingrédients pour préparer un punch. Nous allons donc recevoir du monde parmi tous ces gens. Certains peuvent être au courant de la vie privée de Falsell. Et vous pourrez apprendre quelque chose. Car bien entendu, je vous invite, après tout, la soirée a lieu chez moi. Aurons-nous le droit de goûter au punch demanda Peter. Non, vous ne vous mêlerez pas aux autres invités. Vous ne viendrez qu'en qualité d'observateur. Vous pourrez aussi filer les suspects jusqu'à leur logis quand ils partiront. Enfin, vous agirez quand vous l'entendrez. Je vous donne rendez-vous à 8 heures, près des garages. Passez par derrière afin qu'on ne vous voie pas venir de la maison. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Elle se leva et disparut sans même attendre de réponse. Hannibal et Peter entendirent s'éloigner ses pas, tandis qu'elle traversait la cour du bric-à-brac. Ils se regardèrent. « Voilà une nouvelle cliente qui a su s'imposer à nous, » murmura Hannibal. Il déplaça une grille rouillée derrière la presse, dégageant ainsi l'ouverture d'un gros tuyau dont l'intérieur était tapissé de bouts de vieilles moquettes. C'était là le tunnel numéro 2, un autre des passages secrets que les 3 détectives avaient aménagé au cœur du bric-à-brac. La grosse conduite en fente passait sous une montagne d'objets, de rebuts, et aboutissait à une trappe qui ouvrait directement à l'intérieur de la caravane quartier général des 3 amis. Quand Hannibal et Peter se retrouvèrent à l'abri des oreilles indiscrètes, ils tinrent conseil. « Qu'allons-nous faire » demanda Peter. «
Je crois que Bob ne travaille pas à la bibliothèque municipale ce matin, dit Hannibal. Je vais lui téléphoner pour le prévenir que nous avons reçu une invitation pour ce soir. Il faudra penser aussi à condamner l'entrée secrète du petit chien, soupira Peter. J'adorais cette entrée de la porte rouge. Mais tant que Doris Jamieson sera dans les parages, vaut mieux ne plus l'employer. Qu'en penses-tu ? Hannibal était tout à fait de cet avis.